À force d'essayer d'atteindre l'excellence, les sportifs de haut niveau développent des compétences comportementales ultra pointues. Et si nous pouvions utiliser toutes ces compétences, ces méthodes, ces rituels, ces bonnes pratiques dans notre vie professionnelle pour mieux performer en entreprise? Je suis David Fass, le fondateur de Maggie, l'entreprise qui transforme les sportifs de haut niveau en consultants sur les soft skills et plus globalement sur les enjeux humains pour les aider à financer leur carrière. Et dans ce podcast, je vous propose de découvrir nos championnes et nos champions et leurs expertises pour découvrir en quoi ils peuvent vous aider à mieux atteindre vos objectifs pro et même personnels. Bonjour Thomas. Salut David. Hyper content de discuter avec toi aujourd'hui. Avant toute chose, je vais t'introduire très très rapidement, mais tu as été 2 fois champion du monde de chessboxing. Exactement. Est-ce que tu peux commencer, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment ce sport, par nous expliquer ce qu'est le chessboxing? Ouais, bien sûr. Donc le chessboxing, c'est un sport qui mélange la boxe anglaise et le jeu d'échecs, qui a été inventé par Nicky Bilal et créé par Yepé, qui est un artiste néerlandais. Et en fait, on alterne 3 minutes d'échecs et 3 minutes de boxe jusqu'au KO à l'échec et mat. Et tout le monde connaît, bien sûr. Ok, et ça a été inventé dans une BD, tu dis, c'est quoi l'histoire de cette BD qui a été faite par Enki Bilal, c'est quoi exactement? Ouais, c'est dans les années 90, dans la trilogie Nicopole, Froid Équateur, pour ceux qui connaissent. Et dans la BD, c'est assez violent, c'est un monde assez futuriste, voilà, ça implique des dieux et tout ça. Et c'est forcément une BD que je conseille fortement. Mais dans la vraie vie, c'est pas aussi violent que ce qui a été imaginé dans la BD. Ok. Et ça a été après repris par un artiste, du coup, qui a lu cette BD et qui a voulu créer le sport, c'est ça? Exactement, ouais. Yepé qui l'a lu, il s'est dit, mais en fait, c'est une super idée. C'était aussi un artiste et je pense que ça a fait un petit peu écho du coup en lui. Et il a lu, il s'est dit, ouais, mais c'est une super idée, en fait, je vais faire de ce sport une réalité, quoi. Et donc le premier combat a eu lieu il y a quasiment 20 ans, jour pour jour. C'était en 2003. Ok. Donc toi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé dans ce sport? Est-ce que tu avais lu la BD? Comment tu as pris connaissance du chessboxing? Alors j'ai eu la BD après découvrir le sport. C'est mon père en fait qui m'a envoyé un article quand j'avais 18 ans en disant j'ai trouvé ton sport. Et en fait je me suis dit mais ouais carrément parce qu'en fait ça mélangeait un peu mes deux passions. Parce qu'en fait j'ai commencé les échecs quand j'avais 4 ans et la boxe quand j'avais 15 ans. Donc en fait je faisais les deux de façon séparée avant de découvrir l'existence du chessboxing. Et donc carrément je me suis dit ouais je vais être champion du monde de ça, ça réunit mes deux passions, c'est un sport qui fait pour moi, let's go. Ok. Tu pratiquais les échecs et la boxe à haut niveau déjà, ou tu étais à quel niveau, on va dire, dans les sports respectifs à ce moment-là? Aux échecs, j'avais un bon niveau amateur. Disons, j'étais un peu à haut niveau jusqu'à mes 11-12 ans. Ok. Et la boxe, j'avais commencé depuis 3 ans. Donc, je prenais plaisir, mais j'avais pas encore j'avais pas un palmarès de fou furieux non plus, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Toi, tu découvres ce sport. Donc ton père t'envoie un article sur le chessboxing. Et comment on se met au chessboxing, etc. Parce que il n'y a pas énormément de clubs. Comment tu t'es lancé dans ce sport, toi? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, donc les gens commencent un petit peu à connaître le sport, mais il y a 13 ans, parce que j'ai 31 ans aujourd'hui, il n'y a personne qui connaissait. Donc forcément, j'ai un peu galéré pour trouver mon premier combat. J'ai essayé d'appeler un maximum de personnes, envoyer des mails, mon CV sportif. Je contactais tous les gens qui étaient en ligue de chessboxing en disant voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis, laissez-moi combattre, donnez-moi une chance, même si au Zimbabwe j'y vais, let's go, quoi. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années avant d'avoir une réponse. Ok. Et c'est un jour quand je suis arrivé à Berlin où ça m'a un petit peu lancé, mais c'était des années après, quoi. Ok. Tu peux nous raconter, justement, je connais l'anecdote de ton arrivée à Berlin, mais ouais, la première fois où tu rentres dans un club de chessboxing, etc. Tu peux nous raconter cette anecdote? Ah, c'était assez fou. Je me retrouvais à Berlin complètement par hasard. Mais enfin, comme quoi, voilà, pour moi, l'intuition, c'est ultra important. Et donc, j'arrive à Berlin pour faire un stage en école de commerce. Et effectivement, il y a un club de chessboxing. Donc, je rentre dans ce club-là. Je me dis, OK, ben, nickel, c'est l'occasion de tester. Je m'assois face à un gars. On commence à jouer aux échecs. Je le bats. Il me dit, viens sur le ring. On y va. On fait un sparring ultra appuyé. On s'envoie un peu donc des coups forts. Voilà, pour vraiment se secouer un petit peu. Et à la fin, il me dit OK, pourquoi t'es venu ici? Et j'ai dit je suis là parce que je vais être champion du monde de chessboxing. Et il me dit très bien, tu sais qui je suis? Je lui dis bah non. Il me dit bah, c'est moi Yepé, j'ai inventé le sport. Et je me dis ah mais oui effectivement ta tête elle me disait un truc. Je dis mais oui je vois ta tête sur le site depuis des années. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je t'envoie mon CV sportif en te disant laisse-moi combattre. Il m'a dit ouais bah je suis désolé t'as dû tomber dans les spams. Véridique. Et donc je lui dis bah écoute maintenant je suis plus dans les spams, je suis face à toi, laisse-moi combattre, donne-moi une chance. Et donc il me dit dans 3 mois je fais un combat Berlin contre Moscou, 4 combattants de Moscou contre 4 combattants de Berlin, est-ce que tu veux combattre sous les couleurs de Berlin?
Je dis, ouais, je suis allemand, il n'y a pas de souci. Let's go. On combat. Ok, incroyable comme découverte. Tu rencontres directement le gars qui a créé le sport pour commencer en fait à pratiquer. Du coup, il s'est passé combien de temps en fait entre le moment où toi tu as découvert ce sport et tu as voulu le faire et le moment où tu as fait ton premier combat? 5 ans. 5 ans. Ah ouais, ok. Et pendant ce temps-là, tu avais commencé à t'entraîner ou dans ton coin ou pas du tout? Du coup, tu continuais à faire échecs et boxe en parallèle? Ouais, totalement. En fait, je continuais. En plus, j'ai fait prépa. Enfin, je continue ma vie d'étudiant, donc je continuais à m'entraîner aux échecs. Je continuais à faire de la boxe. Après, je faisais du pied-point. Parce que j'avais pas de club de boxe anglaise, donc je continuais un peu les deux voilà, de façon séparée. Et je gardais le chessboxing aussi en tête. En mode en disant, les gars, un jour, je vais être champion du monde de ça. Enfin, tout le monde rigolait, quoi. Je disais, un jour, les gars, ça va être une discipline olympique, je suis champion du monde et tout ça. Et donc, ouais, je continue un peu les deux de façon séparée, quoi. Ok. Il y a tu sais combien il y a de pratiquants aujourd'hui? Donc le sport se développe en France et il y a quelques pays où c'est plus développé que d'autres. C'est quoi l'état du sport un peu sur le chessboxing actuellement? Je dirais dans le monde, on a entre 15 et 20 000 Ok. à peu près pratiquants. Et en France, je dirais qu'on est à peu près 500 licenciés. Ok. Et t'es dans quelle catégorie toi de poids? En moins de 65 kilos. Moins de 60 kilos. Et t'es toujours resté dans cette catégorie? Ouais, pour le moment, j'ai fait 12 combats, mais 12, je les ai fait dans cette catégorie. Mais c'est vrai que c'est pas facile non plus. Avant de plonger un peu même dans ce sport-là, tu fais pas que du chessboxing du coup. Tu peux pas en vivre aujourd'hui du chessboxing. Tu as fait d'autres choses aussi. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais? J'ai une autre passion qui est le recrutement. Donc en fait, j'ai bossé 3 ans pour un cabinet et depuis 3 ans, j'ai monté mon propre cabinet de recrutement spécialisé en paye, comptabilité, juridique. Et on est une trentaine de collaborateurs désormais. Donc ouais, c'est mon autre passion un peu plus lucrative que le chessboxing où effectivement, j'ai jamais gagné d'argent avec ce sport. Ok. Chessboxing, du coup, toi, tu as découvert ce sport, tu as dit je veux être champion du monde. Est-ce qu'à un moment, tu as eu une forme de déclic où tu t'es dit ok, ça va être mon métier, je vais faire ça tous les jours, ou là, c'est soit il y a un jour où tu fais des échecs, soit de la boxe, mais c'est quelque chose qui maintenant fait partie de ta vie. Quand tu rencontres IEP, du coup, à ce moment-là, et que tu fais ton premier combat sous les couleurs de Moscou, au début, c'est comment? C'est amateur, entre guillemets, ou tout de suite, tu te mets dans une mentale de professionnel? De suite, j'étais en mode guy, ouais. Ok. En mode Super Saiyan, je veux gagner absolument. Dans ma tête, en fait, j'étais toujours en mode ok, je veux percer, je veux être champion du monde. Donc même si j'étais ultra amateur à cette époque-là, je faisais un peu n'importe quoi. Mais dans ma tête, je m'entraînais comme un pro, tu vois. Je voulais tout faire. Enfin, je savais que j'avais pas forcément l'entourage ou les connaissances pour, mais je faisais le maximum pour faire les choses bien, quoi. Mais effectivement, avant mon premier combat, la veille, j'ai fait genre un 12x3 au sac. J'ai fait muscu, je suis parti courir, mais j'ai fait n'importe quoi, tu vois. Je me suis entraîné genre 2h30 la veille d'un combat, tu vois. Pour te donner, voilà. Parce que dans ma tête, je pensais qu'il fallait faire ça, tu vois. Ok. Et comment ça s'est passé, du coup, ton ascension jusqu'à tes premiers championnats du monde? Donc là, je sais pas en quelle année c'est à peu près quand t'es à Berlin. C'est 2016. 2016, tu fais ton premier combat du coup contre Moscou. Je sais pas comment ça se passe. Et ensuite, comment il se passe combien de temps et comment un peu t'as grandi finalement vers cet objectif d'être champion du monde? En fait, j'ai fait effectivement ce premier combat, donc premier combat fou. On fait 5 rounds d'échecs et 4 rounds de boxe. Donc combat de la soirée, tout ça. C'était assez fou. Et c'est là où en fait, moi, je prends connaissance que c'est réel, tu vois. Qu'il y a vraiment. En fait, ça fait des années tellement que je l'imaginais. Ouais. Et là, ça y est, c'était un peu la concrétisation, tu vois. En mode premier combat, genre. Et c'était incroyable. Le lendemain, j'ai mis une demi-heure avant de me lever du lit. À quel point j'étais courbaturé. Et ouais, même mes proches, tu vois, ils voient la vidéo, ils se disent en fait, ça commence un peu commence un peu à être réel, tu vois. Et après, YEP m'a un peu en fait managé, il m'a trouvé d'autres combats. Et l'année d'après, il y avait des championnats du monde du coup à Calcutta. Et je me suis je vais le faire, tu vois. Enfin, j'avais quelques combats, quelques victoires. Je me suis dit, vas-y, ok, je prends mon sac à dos et je tente, quoi. Ok. C'est un sport qui est très particulier. Nous, quand on en parle à des gens chez Maggie, ça étonne toujours. Ce qui est intéressant, c'est que ça allie vraiment. Il y a quelque chose de très intellectuel, même si en réalité, c'est quelque chose d'éprouvant, les échecs, quand tu fais de la compétition, etc. Et quelque chose de beaucoup plus violent. Toi, il y a un truc particulier là-dedans qui t'intéresse d'allier ces deux éléments-là, au-delà du fait que c'était des passions et que tu avais pratiqué les deux? Je pense que c'est le côté un peu un peu sport ultime, tu vois. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, tu vois, mais pour moi, c'est genre c'est un peu le maximum de ce que tu peux faire en tant qu'être humain, tu vois. Parce que pour moi, la boxe anglaise, c'est le sport forcément qui demande le plus de capacité physique, tu vois. Et les échecs, pareil, c'est un peu tu vois, je trouve que c'est noble aussi, les deux, tu vois. Il y a quelque chose de fort, tu vois, un peu dans ces deux disciplines. Et donc, ouais, je me suis dit, ok,
mon côté un peu psychopathe perfectionniste. Je me suis dit, ok, vas-y, let's go. Ce sport, c'est fait pour moi, j'y vais, quoi. Ok, et après ça, du coup, tu as été champion du monde à Calcutta, en Inde. Et après ça, tu as été encore champion du monde l'année d'après, non? Encore 2 ans après. Comment ça s'est passé, ton deuxième, En ton fait, ouais, deuxième titre? Ouais. c'était en 2019. Parce Ok. que 2018, j'étais blessé. J'ai eu une hernie discale. Ok. Et c'est le moment où juste elle était à fond, tu vois. Donc en fait, j'étais un peu en PLS et tout ça. Je pouvais pas faire une préparation correcte. Je me dis, ok, cette année, je laisse le titre. Mais 2019, je retourne et je le récupère. Et d'ailleurs, le gars que j'ai battu en 2017 en finale, 2018, du coup, il a gagné. Ok. Il a gagné. Ok, donc il t'avait repris le titre et t'es allé le récupérer l'année d'après, quoi. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as un souvenir, ton meilleur souvenir ou ton combat le plus mémorable ou un souvenir qui serait pas durant un combat, mais ton souvenir le plus mémorable que tu as en chessboxing là sur les 13 dernières années? Je pense que c'est le titre en 2019 quand je le regagne parce que en fait c'était la première fois où on partait aussi en équipe. Tu vois, j'en sais. En fait, j'avais le titre, mais je pouvais le célébrer avec des gens vraiment. Tu sais, l'équipe de France, et c'était un moment ultra fort, tu vois. Ok. Parce que 2017, je pars tout seul, tu vois. C'est pas la Ok, même t'étais le saveur. seul Français à aller au championnat du monde ou... J'avais rejoint un autre Français, Ok. Mais mais c'était pas encore très professionnalisé, c'était un peu Ah, chacun de son côté. Ouais. ouais, exactement. Enfin, moi, j'ai fait un Tipeee pour me payer Ok. le billet. Voilà, c'était un peu à l'arrache. Mais je pense que ouais, 2019, c'était quand même ouais, le meilleur souvenir, tu vois. Parce que justement, là, tu as le titre, tu peux le célébrer. Il y a d'autres amis à toi qui vont aussi gagner. Performé. Donc, c'était assez fou, quoi. C'est quels pays qui sont les meilleurs du coup? Là, Calcutta, en Inde, ils ont beaucoup de chessboxing. Ouais, franchement, l'Inde, la Russie. Ouais. Enfin, tous les pays de l'Est, en gros, généralement. Ok. Parce que forcément, la culture des échecs, c'est Ouais. présent, ils aiment la bagarre. Mais ouais, c'est plutôt dans ces zones-là. Après, la France, on est en vrai pas mal, tu vois, aussi. Ouais. On a chopé quelques médailles, donc je pense. Mais bon, c'est un sport comme tu l'as dit, qui se développe pas mal. Il y a des champions qui naissent tous les jours, des nouvelles fédérations. Enfin, franchement, c'est de plus en plus compétitif et c'est génial, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Du coup, nous, on travaille ensemble, parce que toi, tu interviens en entreprise sur une thématique qu'on appelle adaptabilité et flexibilité. Je propose qu'on en parle un petit peu. Il y a un truc que tu viens d'aborder rapidement. Tu as dit, je suis un peu matrixé, etc. En fait, toi, tu aimes beaucoup préparer, faire des plans. Suivant un process, quoi. Et en fait, la première partie sur ton expertise, quand tu vas accompagner une équipe, où tu parles d'adaptabilité, de flexibilité, finalement, toi, tu dis que ça commence déjà par une très, très grosse préparation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, du coup? Totalement, parce qu'en fait, le fait d'être adaptable et flexible, ça veut pas dire arriver les mains dans les poches et en mode YOLO. C'est justement, plus tu es préparé en amont et plus tu as réfléchi et plus tu as anticipé, plus tu seras à même à réagir aux imprévus et en fait aux événements de la vie. Parce que forcément, quand tu as un plan, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Mais plus tu l'as travaillé, plus tu as fait une stratégie et tu l'as écrite en mode que ce soit une préparation physique, un business plan, ça peut être, tu peux le décliner à tous les aspects de ta vie, bah, plus en fait tu auras de chance de réagir de façon efficace, lucide et rapide quand tu auras un imprévu qui va se présenter à toi. D'un point de vue sportif, du coup, en chessboxing, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux sports, tu as beaucoup de préparation. Dans les échecs, tu prépares énormément, non, quand tu es sur une compétition, etc. Ouais. Il y a une énorme partie effectivement en amont où, en plus en chessboxing, tu joues une seule partie. C'est pas comme en tournoi d'échecs, parce que j'ai fait les deux aussi en tournoi où en fait, tu joues plusieurs parties, donc en fait, tu te prépares contre plusieurs adversaires. Là, chessboxing, c'est vraiment un peu du all-in, quoi. Tu as juste une game. Donc forcément, moi, tu tapes mon nom sur ChessBase, qui est un logiciel qui référence un petit peu toutes les parties d'échecs des joueurs en ligne. Tu sais exactement ce que je joue comme ouverture. Donc tu connais mon style, tu connais mes premiers coups. Donc en fait, forcément, tu as ce côté-là où si je joue ce que j'ai l'habitude de jouer, le mec, il va le savoir, donc il va se préparer. Donc en fait, c'est toujours cette notion entre jusqu'à quel point je vais changer. Et donc tout ça, c'est du travail en amont. Parce que avec ton coach, tu te prépares, tu te poses. La boxe, c'est pareil. Tu peux analyser le style de ton adversaire, comment il boxe, s'il est grand, en petit, en contre, tout ça. Et donc, tu as tout un plan de jeu à analyser en chessboxing que ensuite tu déroules. Mais malheureusement, bah ouais, des fois, tu joues ton premier coup d'échec et le mec, en fait, il joue pas ce que tu as prévu. Et là, il faut pas s'effondrer, il faut pas pleurer en disant ok, bah, ça fait 6 mois que je me prépare pour que le mec il me joue une ouverture, il me change au dernier moment, bah, c'est pas grave, tu vois. C'est quelque chose qui t'est arrivé, ouais. Ouais. Et le fait de l'avoir beaucoup vécu ou de l'avoir vécu déjà dans les échecs, dans le chessboxing, ça t'a aidé? Enfin, le fait d'avoir fait de la boxe et des échecs à assez haut niveau t'aide? Ou t'as des gens qui commencent le chessboxing aujourd'hui directement par ça et qu'on n'a pas fait pratiquer avant et qui peuvent être meilleurs éventuellement? Je pense que ouais, le fait d'avoir fait les deux avant, ça m'a aidé. Mais après, c'est parce qu'il n'y avait pas de génération de purs chessboxers encore. Là, je pense que maintenant,
t'as effectivement des enfants de 4-5 ans qui font du chessboxing à 100%, quoi. Donc c'est la première vraie génération, entre guillemets, de puristes, mais un peu comme le MMA. Maintenant, il y a des mecs qui commencent le MMA à 4-5 ans, tu vois. Alors qu'avant, c'était des gars qui faisaient peut-être du judo, de la boxe taille, du kick, tu vois. C'était un peu, ça se mélangeait un peu. Donc moi, je pense que ça m'a aidé, mais clairement, là, les mecs qui font du chessboxing hyper jeunes, c'est les futurs stars, tu vois. Ouais, parce que du coup, au-delà de ça, au-delà de ta performance dans les deux sports, tu as aussi le fait de réussir à vite te poser, parce que tu fais 3 minutes de boxe où tu as ton cardio qui monte, qui explose, et là, tu as quelques secondes pour te remettre dans tes pensées, te remettre sur ton plan de jeu, sur l'échiquier, quoi. Ouais, et ça, il faut pas forcément penser à ce qui vient de se... Enfin, c'est toujours pareil, mais c'est le moment présent, tu vois, qui compte. C'est se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Et clairement, bah, ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer, c'est pas le cas. Tu peux agir que sur ce que tu fais là actuellement. Donc ouais, ta cohérence cardiaque, tu la fais baisser, tu te poses et tu te concentres pour trouver le meilleur coup précis dans la position. Ouais. Ton niveau de jeu aux échecs, il diminue énormément en chessboxing. Ouais, malheureusement. Malheureusement, il chute un peu. Quand Ouais. tu regardes tes performances, t'es pas du tout aussi lucide après le cardio que... Ah, mais parfois, je pensais que j'avais fait une partie de fou. En fait, quand j'analyse, je me dis, en fait, mais comment j'ai pu jouer des coups comme ça, tu vois. Genre, mais en fait, jamais en chessboxing, enfin, jamais aux échecs classiques, je T'aurais jouais joué des comme coups que j'ai joué en chessboxing, quoi. Mais bon, c'est ce qui fait aussi. Enfin, mon adversaire aussi, son niveau il diminue, donc en soi, il suffit que le mien diminue moins que le sien. C'est ça, ouais. Oui, il faut se comparer aussi à l'adversaire. Enfin, il est dans les mêmes conditions que toi. Sur la prépa, du coup, donc tu as beaucoup de préparation aux échecs en boxe. Au-delà de ça, toi, tu es quelqu'un qui est très méthodique. Comment tu t'organises, en fait Parce qu'en plus, du coup, tu as créé une entreprise, donc tu travailles à temps plein et en tant qu'entrepreneur, donc tu fais des heures. Et en plus, du coup, tu dois t'entraîner à la fois aux échecs et en boxe, donc deux sports. Comment tu t'organises? C'est quoi ta méthode à toi pour te préparer, justement? Hmm. Alors, généralement, journée type, c'est 8h30, 9h, c'est entraînement d'échecs. 9h midi, je taffe. Midi, 14h, je vais boxer. Et 14h jusqu'à ce que mort s'en suive, je suis au bureau. Ok. En gros. Voilà, journée type. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Journée type. Et en termes d'organisation dans ce que tu choisis de faire aux échecs, en boxe, etc., tu as une approche où tu formalises, tu disais un peu plus tôt, il faut écrire, etc. Comment tu organises ton travail, justement? Je pense que, effectivement, le fait de, tu vois, tout mettre par écrit, par exemple avec ton agenda, tu notes, effectivement, tu dédies du temps. En fait, nécessairement, tu vas plus le respecter. Tu vois, souvent les gens, ils ont du mal un petit peu à instaurer soit une rigueur, soit une habitude, soit ce genre de choses. Et en fait, le fait de déjà l'écrire, ça te conscientise. Donc, tu as plus tendance à le faire. Après, j'ai beaucoup de coachs aussi. Enfin, tu vois, j'ai une équipe aussi qui m'entoure et qui m'aide aussi à m'organiser, à me dépasser. Enfin, préparateur mental, préparateur physique, coach de boxe, coach d'échecs. Enfin, c'est des gens que j'avais pas au début et qui m'aident maintenant clairement beaucoup, tu vois. Donc ouais, c'est ça. Et après, il faut exécuter. Tu vois, en fait, ça suffit pas juste de planifier et de le mettre sur écrit. En fait, après, il faut juste être dans l'action, quoi. Et c'était pareil pour la boîte. Tu vois, j'ai mis OK tout à plat. Et vraiment, je dis OK, maintenant, le plan est écrit. Il n'y a plus qu'à dérouler, quoi. Et du coup, j'étais à fond dans l'action et c'est comme ça que ça s'enchaînait. Tu fais ça de manière très concrète, hein, pratico-pratique, mais tu fais ça comment? Tu te poses, tu fais ça sur ton ordi, tu fais ça, t'écris sur un cahier. L'agenda Outlook. Ouais, agenda Outlook. Donc Ouais. ça, t'organises, mais pour faire ton process, entre guillemets, tu le fais comment? Tu le fais en début d'année et tu te dis, OK, comment est-ce que je vais faire les choses? Quelles sont les étapes? Quels sont les objectifs? Ouais, exactement. En fait, tu notes sur effectivement là où tu veux aller. Donc, par exemple, si je me dis, OK, genre 2019, OK, je veux être champion du monde de chessboxing. OK, comment y arriver, tu vois? Et donc, après, tu déroules, ça nécessite tant d'entraînement de boxe, tant d'entraînement d'échecs. OK, du coup, ça nécessite tant d'heures, je les cale dans mon planning. OK, après, à côté de ça, je veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. OK, donc qu'est-ce que ça nécessite? Clac, clac, clac. Et je déroule tout ça. Et en fait, après, naturellement, le plan apparaît, quoi. Le plan apparaît, ouais. Ouais, et après, tu le suis pour l'année. Et... Ouais, c'est intéressant parce qu'en entreprise, on a fait des formats ensemble. Donc, notamment récemment, on a travaillé pour Decathlon. C'est une question que tu poses dans ton intervention aux participants et on se rend compte qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout quel est leur objectif de l'année, au-delà d'un objectif qu'on leur a fixé ou l'objectif de l'entreprise, mais quelque part qui ne s'approprient pas ces objectifs-là, quoi. Et c'est. Alors qu'en fait, c'est la base, effectivement. Parce qu'en fait, si tu sais pas où tu vas, logiquement, tu vas te perdre, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est important de le marquer. Et... Tu le fais à l'année, toi, tu le fais sur les 3 mois qui viennent, tu le fais au mois, tu le fais comment? Pour l'objectif sportif, ouais, je le fais plutôt à l'année. Et pour la boîte, je le fais plus au trimestre, généralement. J'essaie de le faire un peu plus court, tu vois. Mais bon, c'est pas. Enfin, ça, c'est. Ouais, et Ah, tu le revois subjectif régulièrement, quoi. aussi. Ouais. Ok. Merci, hyper intéressant sur cette partie déjà de préparation et définition d'objectifs. Il y a, tu utilises pas mal de techniques de préparation mentale.
Du coup, dans tes interventions, tu t'inities un petit peu à ces techniques-là. Il y en a une première dont j'aimerais bien que tu me parles, que tu appelles la dichotomie du contrôle. Tu as commencé à en parler d'ailleurs juste un peu avant. Tu peux nous expliquer du coup d'où ça vient, comment toi tu as fait ce travail-là, à quel moment, etc. Ouais, on l'a teasé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Mais ouais, en fait, la dichotomie du contrôle, c'est en fait allouer son énergie et se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Parce qu'en fait, c'est un travail que j'avais fait avec mon préparateur mental où justement je lui disais, il y a plein de choses que des fois qui m'arrivent que j'arrive pas spécialement à contrôler. Et en fait, il m'a dit, écoute, on va se poser, on va faire un tableau de colonnes, ce que tu contrôles, ce que tu contrôles pas. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peu de choses vraiment sur lesquelles on a 100% le contrôle. Tu vois, que ce soit dans notre vie sportive, mais notre vie perso, notre vie pro, il y a peu de choses vraiment qu'on maîtrise également à 100%. Donc en fait, ce qui compte, c'est en fait comment tu vas réagir et comment tu vas contrôler, par exemple, les pensées ou les pulsions qui vont t'arriver. Donc tu vois, je prends souvent l'exemple de, ok, tu rentres du taf, tu as une pulsion, t'as faim. Tu vois, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler parce que c'est voilà, ok, c'est un sentiment que tu ressens. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est est-ce que tu vas manger une tablette de chocolat ou une pomme. Tu vois, donc en fait, et ça, tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours, tu vois. Ok, est-ce que je contrôle, est-ce que je contrôle pas? Je contrôle pas, ok, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'envoyer de l'énergie négative, je me concentre sur quelque chose que je peux contrôler, tu vois. Tu vois, là, effectivement, on arrive tout à l'heure, la rue, elle est bouchée, parce que voilà, il y a les policiers, la rue est fermée, ok, ça, je le contrôle pas, tu vois. Je peux pas dire aux policiers, si, ouvrez-moi. Non, je le contrôle pas, donc ok. Donc je me pose et je travaille, j'utilise mon temps pour pas. Tu vas me concentrer sur quelque chose qui a mon pouvoir, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est un peu la philosophie stoïcienne. Et exactement. Et ça vient de là et je trouve ça super intéressant. Et donc, même si c'est. Après, c'est un travail de tous les jours, tu vois. Mais clairement, je le bosse et c'est une question que je me pose tout le temps. Et je trouve que ça m'a vachement aidé sur le fait de relativiser, prendre du recul, dépenser moins d'énergie négative. Et dans ma vie sportive, dans ma vie pro, je trouve que c'est vraiment un atout. C'est quoi le conseil que tu donnes justement là-dessus? C'est en fait, instantanément, quelque chose t'arrive. Tu te poses cette question-là, c'est ce truc. Est-ce que je suis en contrôle? Est-ce que je suis pas en contrôle? Ouais. Si je suis en contrôle, qu'est-ce que je fais? Si je suis pas en contrôle, j'abandonne. Let go. Autre chose. Exactement. Ouais. Let go, genre, t'énerve pas, tu vois. T'as senti la différence entre le moment où t'as fait ce travail, justement t'étais déjà dans le chessboxing, t'avais déjà eu ton premier titre de champion du monde ou pas? Ouais, je l'avais eu. J'avais eu le premier, mais j'avais encore zéro connaissance en prépa mentale, prépa physique, voilà. Je vois. Et c'est après que j'ai commencé justement à m'entourer. Et en bossant là-dessus, je me suis dit, ça m'a grave aidé, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses, en fait, dans le sport où, tu vois, que ce soit le public, l'arbitre, ton adversaire, il y a énormément de choses, en fait, que tu maîtrises pas, quoi. Ouais. Donc, en fait, le fait de bosser là-dessus, ça m'a... Ouais. Et donc, tu arrives sur un ring, pendant un combat, il se passe quelque chose, ou tu vois quelque chose que tu n'apprécies pas de la part de l'arbitre ou autre, instantanément, tu te dis, ok, je contrôle pas, je perds pas d'énergie là-dessus, quoi. Ouais, totalement. Okay. Et tu arrives à faire ça. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et dans le boulot aussi, quoi, tu as réussi à transposer ce que tu avais fait en prépa mentale dans le sport, dans Focus, dans la création de ta boîte. Bon, je te prends un exemple concret. On a eu un énorme problème sur la marque. En fait, voilà, on avait posé notre marque, on n'avait pas fait une recherche sur l'NPI, on était un peu débutant, boum, problème de marque, tu vois. Okay. Et ça, c'était... Problème de marque, des gens qui vous envoient des courriers d'avocats pour vous dire de... Okay. Exactement, tu vois. Mais effectivement, c'était quelque chose... voilà, ça, tu vois, c'était pas en notre pouvoir à ce moment-là, tu vois. Donc, on pouvait pas contrôler ce que pensaient les autres, donc on s'est dit ok, on va se poser qu'est-ce que nous on peut faire pour améliorer les choses, tu vois. Ok, on peut leur proposer un rendez-vous, on peut justement trouver un accord, enfin tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire, tu vois. Mais là, la situation à l'instant T, ça sert à rien de stresser, un plan, tu vois. Ouais, exactement. Ok, super intéressant. Donc ça, c'est la dichotomie du contrôle. Il y a autre chose que tu pratiques qui est particulièrement intéressant, c'est la journalisation. Pareil, tu peux nous raconter un peu ce que tu fais, comment tu le fais? Alors en fait la journalisation c'est... Moi j'ai une espèce de petit carnet si tu veux où en fait j'ai noté justement mes objectifs et pas mal d'affirmations positives. Et en fait tous les matins je le lis, tu vois. D'ailleurs je l'ai avec moi là, je l'ai toujours avec moi ce petit carnet et tous les jours je le lis quoi. Et c'est quelque chose qui... en fait c'est un petit peu comme ce qu'on disait sur le fait de conscientiser les choses. En fait plus tu lis quelque chose tous les jours notamment et plus par exemple tu lis à voix haute ou tu essaies de t'en convaincre, en fait ton cerveau il va le prendre pour acquis. Et du coup... En fait, vu que tes pensées, genre 80-90% de tes pensées, ce sont les mêmes que la veille, en fait, si tu as des pensées qui sont un petit peu justement négatives ou pessimistes, ça peut vraiment t'endommager, tu vois, physiquement et mentalement. Tandis que si tu te remplis d'énergie positive et de pensées qui vont te tirer vers le haut et te permettre d'avancer, en fait, ça va être un effet ultra bénéfique, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai mon petit carnet et tous les jours, je le lis et je suis ultra intéressé par tout ce côté justement développement personnel et comment tu peux t'améliorer, tu vois. Mais sans forcément tomber dans tout le monde est le prochain Musk ou quoi, tu vois. Il suffit pas d'écrire d'écrire sur un carnet que je vais être milliardaire et ça y est, demain tu l'es, tu vois. C'est pas forcément ça, mais c'est plutôt genre comment tu peux être mieux que la veille
Et ça, je pense que c'est, tu vois, même si c'est des petites victoires, ça compte et c'est ultra important, tu vois. Ouais. Donc toi, tu as écrit en fait un certain nombre d'affirmations positives et juste tu les lis à voix haute et voilà, t'écris pas de nouvelles choses, tu fais aussi un travail où tu écris des choses qui sont passées, etc. pour te libérer, tu vois, même des écritures négatives. Ouais. Ouais, totalement. Ça, c'est. Des fois, c'est l'espèce de pensée ou quoi, genre. C'est un peu comme si tu te parlais à toi-même, tu vois, c'est un peu bizarre, Ouais. mais ouais. Après, j'ai une espèce de carnet où, genre, là, je vais juste écrire, peut-être pas tous les jours, mais franchement, peut-être une fois par semaine, gros, minimum, tu vois. Et genre, je prends mon carnet, j'écris des trucs, des fois, tu sais, je sais pas, des résolutions, des habitudes, des trucs que je veux mettre en place, ce qui s'est passé. Et je trouve que ça fait du bien de. Tu vois, de l'écrire. ouais. C'est un travail que tu avais fait avec un prépa mental, ça aussi, ou Ouais, c'est quelque chose que tu totalement. faisais. Ok. Et tu trouves que ça t'aide quand le matin, tu te lèves, tu lis ça, tu pars, t'es plus motivé que si tu le faisais pas, quoi. Ah ouais, totalement. Si tu oublies ton carnet, t'es pas bien, quoi. Je suis en sueur. Ok. Hyper intéressant, la journalisation. Et pareil, c'est quelque chose que tout le monde peut faire hyper facilement, en tout cas essayer très facilement, que ce soit d'ailleurs dans un univers d'entreprise ou au niveau perso, quoi. Parce que un peu dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui dépasse juste le sport ou juste l'entreprise, quoi. Justement, la dernière intervention qu'on a faite ensemble, Ouais. je parlais effectivement avec une dame et donc elle me faisait, enfin, on se parlait et à un moment je lui dis ok, est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie? Ouais. Et tu vois, et rien que là, elle a fait bah non, enfin, je lui parlais pas comme ça. J'ai dit ok, en fait, si tu lui parlais pas comme ça, pourquoi est-ce que toi tu te parles comme ça? Et en fait, de suite, ouais, ça fait ok, prise de conscience et dire ouais, en fait, ouais, je vais changer la façon dont je me parle, tu vois. Ouais. Donc après, bien évidemment, c'est là, tu réalises à l'instant T, mais c'est ouais, quelque chose que tu peux continuer à développer tous les jours, quoi. Ouais, c'est intéressant ce dont tu parles, parce que il y a des gens qui sont très durs avec eux-mêmes, quoi, alors qu'ils ne le seraient pas avec d'autres. Et le fait de formaliser, ça te force aussi à accepter, accepter cet aspect-là, quoi, de toi-même. Et pas être trop dur avec toi-même, quoi. Ok. Il y a un dernier élément que tu abordes dans cette partie un peu sur l'agilité mentale, qui est la visualisation. Donc la visualisation, c'est le fait de réfléchir ou de préméditer ce qui va se passer en amont. Comment tu pratiques, toi, cette visualisation? À quel moment est-ce que tu t'en sers dans l'univers pro que dans le sport? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je suis intimement convaincu que tout ce que tu imagines, ça finit par arriver. Exactement comme on disait sur la journalisation. Ouais. Donc en fait, la visualisation, c'est, par exemple, tu vas te poser, donc quand tu es dans les transports, quand dès que tu as un moment un peu où tu peux un peu divaguer mentalement, tu es dans une réunion qui t'intéresse pas, ce genre de choses, voilà. Et en fait, tu te poses et tu imagines ce que tu veux sur une situation. Donc par exemple, tu te dis, là, ok, voilà, j'ai combat. Ben, j'ai imaginé monter sur le ring, commencer ma partie d'échecs, boum, direct, le mec, je lui gagne une pièce, je commence à avoir une position gagnante, on passe au premier round de boxe, je lui mets des enchaînements. Les enchaînements, tu le vois en fait ton corps les faire. C'est vraiment du concret, tu vois. C'est pas, vraiment, tu l'imagines vraiment concrètement, comme si comme si tu regardais un film. Tu regardes un film de toi, en fait. Okay. Et tu dois faire les enchaînements, gagner, mettre le mec KO. Et donc en fait, c'est que des choses comme ça, tu vois. Je me vois, ok, en réunion avec tous les mecs de Focus, dire, bah les gars, on vient de faire 5 millions de chiffre d'affaires. Franchement, c'est trop bien, bravo à tout le monde, tu vois. Genre, je l'imagine concrètement, tu vois. Et je sais que ça va finir par arriver. Donc ça, c'est tout ce qui est voilà, visualisation. Donc ça peut être sur des événements qui sont voilà, précis, sur, ok, un combat, un marathon, une réunion, des négociations annuelles. Enfin, tu vois, ça peut être vraiment quelque chose de concret. Et à l'inverse aussi, tu as la visualisation un petit peu plus négative que je pratique aussi, c'est-à-dire, ok, là par exemple, admettons, effectivement, je commence mon combat et genre, ouais, je perds une tour, je démarre mal ma partie, je suis en difficulté, on commence le premier round de boxe, je prends un mauvais coup, et je mets un genou au sol, l'arbitre me compte, tout ça, enfin, comment je réagis. Et en fait, le fait de l'imaginer, pareil, si ça arrive, en fait, mon cerveau, il pourra réagir plus rapidement et plus facilement. En fait, c'est comme si j'avais déjà vécu la situation. Donc ça, c'est vraiment des choses que je fais. Je me pose en position méditative, comme si je méditais, et en fait, j'imagine ça. Ou dès que j'ai un moment, effectivement, comme je peux te dire dans les transports, ce genre de choses, boum, ok, je visualise. Au lieu de scroller, je fais de la visualisation. ça me fait penser à un combat dont tu m'avais parlé, un combat de dingue que tu as fait. Tu peux nous raconter un peu cette anecdote où là, je pense que tu n'avais pas exactement prévu ça, justement. C'était, j'ai fait un combat un jour contre Timur, c'était un Ukrainien. Et en fait, donc j'avais pas d'infos particulières sur lui en boxe et aux échecs, mais généralement, si le mec il est pas sur YouTube, c'est qu'il a pas un niveau de fou furieux, quoi. Et en fait, le mec il avait 70 combats, 70 combats, je crois, en anglaise, finalement. Et aux échecs, il avait un bon niveau, quoi. Ouais. Donc rien ne se passe comme prévu, mais c'est pas grave. Ok, du côté du contrôle, je m'adapte, c'est le thème, on est là. Et donc on fait le premier round d'échecs, donc ultra équilibré. Donc là, je me dis, ok, je pensais que j'allais gagner rapidement. Je me dis, ok, ça va pas être le cas, le combat il va durer. Premier round de boxe, ok, on s'observe un peu, on s'en va 2-3 coups, mais on se tient.
Deuxième round d'échec, je commence à prendre l'ascendant, je commence à prendre l'avantage. Je me dis, ok, c'est bien, le mec, il va craquer et tout. On passe au deuxième round de boxe. Là, je prends la foudre. Ok. Son coach, il a dû lui dire, ok, vas-y, accélère. Là, aux échecs, t'es pas bien, faut le tuer. Donc là, je suis compté. Donc je traverse le ring et tout. T'es compté, machin. ça veut dire quoi pour ceux qui Ah ouais, connaissent peut-être pas? Ouais. Être compté, ça veut dire qu'effectivement, l'arbitre stoppe le combat et te laisse 10 secondes pour récupérer. Donc c'est pas KO en mode tu tombes comme dans les films, tout ça, mais c'est ouais, t'es quand même bien secoué. L'arbitre estime qu'il faut arrêter le combat pour ta santé, tu vois. C'est pas très bon signe généralement. Donc effectivement, il me compte, je récupère. Donc 8, je lève les points, je dis c'est bon, vas-y, on continue. Je termine le round un peu en sueur, je sais plus trop comment je m'appelle. Ouais. Je repasse sur l'échiquier. Là, t'arrives à reprendre tes esprits sur l'échiquier du coup? Ouais, un petit peu. Bon, je saigne un peu, j'ai mal, je sais pas trop où je suis, mais je me dis, ok, l'échiquier, c'est bon, c'est le dernier round, et je vais les gagner, on n'en parle plus, et je rentre à la maison, quoi. Et en fait, il se trouve qu'il commence à jouer un petit peu la montre, parce qu'il était intelligent aussi, donc en fait, il prend son temps, donc lui, il est compté aux échecs, ça veut dire qu'il y a un arbitre qui vient et qui lui dit, ouais, t'as 10 secondes pour jouer, parce qu'effectivement, il Parce que du temporisait. coup, oui, c'est vrai que sur les échecs, vous avez 3 minutes, mais du coup, bah, toi, tu peux prendre ton temps, t'as quand même la pendule, mais tu peux temporiser pour aller jusqu'au prochain round de boxe. Exactement, si t'es en position voilà, où tu sais que là, en boxe, tu viens de dominer, et qu'aux échecs, t'es en difficulté, bah, t'as tout intérêt justement à jouer défensive et temporiser. C'est exactement ce qu'il a fait, quoi. Il commence à réfléchir et tout, prendre son temps, il est compté, il commence à sacrifier ses pièces bah, pour tenir un maximum avant l'échiquier mat, quoi. Et là, je regarde la pendule, je vois déjà 2 minutes qui sont passées, je me dis, non, c'est pas possible, tu vois, il reste 1 minute, je me dis, mais ça Donc va là, être, en fait, sur ça les va être chaud, échecs, quoi. à ce moment-là, tu calcules, tu sais que t'as gagné. Genre, c'est Ouais, bah impossible ouais. qu'il gagne. Par contre, t'as pas le temps. T'as pas le Mais temps c'est ça, nécessaire. la position est complètement gagnante, par contre, je vois le temps qui fait tout couler, je me dis, non, c'est pas possible. Et là, je suis à quelques coups du mat, et là, ça sonne, et je me dis, non, c'est pas possible, tu vois. Et donc là, forcément, il me regarde, je le regarde, et je sais que tout le monde sait que Ouais. ce qui va se passer, que s'il me met pas KO là, il parle le combat, pas le quoi. combat. Et tout le monde, l'arbitre, les juges, le public, tout le monde sait que ce qui est en train de se passer, quoi. Son seul moyen de gagner, c'est le KO, quoi. Exactement. Ouais. Et sachant que le round d'avant, j'ai déjà pris la foule, Ouais. tu vois. Donc là, je me lève, je me dis, ouais, vas-y, je vais dans mon coin. Donc là, j'entends encore la foule qui crie, enfin, tu sais, mes supporters ou quoi. Mon coach, il me dit, vas-y, Thomas, 3 minutes, quoi qu'il arrive, tu tombes pas et tout, il y en a. Dans ces moments-là, tu penses à ta prépa mentale, tu penses justement un peu à ces éléments de dichotomie du contrôle, etc., où tu es dans le jus total. T'arrives à quelque part faire un travail de mental, tu vois, de méditation. Franchement, je pense que j'ai réussi à le faire en début de combat et que là, j'y arrive plus. Ok. Là, je crois que c'est la phase où genre, t'es en mode tellement survie. Mm. En fait, c'est tellement le cortisol qui prend le dessus, là, que là, t'es en mode vas-y. Mais c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Effectivement, je suis en mode ok. Enfin, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Dans tout le travail que t'as fait, justement, c'est maintenant, tu Ouais. vois. Et je me rappelle de rien de ce qui s'est passé. C'est vraiment, je me remettre les gants, aller au centre. Mais justement, tout le taf que j'ai fait depuis des années, tu vois, genre le visualiser sur sa tête et dire ok, 3 minutes, quoi qu'il arrive, je tombe pas. Et je m'aurais juste du coup le checker parce qu'on savait que c'était le dernier round. Aller dans le coin. Et là, c'est blackout. Tu vois, trop noir, je me rappelle de rien de ce qui s'est passé. Juste que je suis pas tombé, quoi. Ok, t'es pas tombé. Tu te souviens quand même de l'échiquier? Tu te souviens d'être retourné sur l'échiquier Ouais. d'avoir fini? Ouais. Après, je me rappelle juste quand ça sonne, que je retourne dans le coin, j'enlève mes gants, je m'assois, ça dure quelques secondes, je gagne, je vomis partout sur le ring et je pars à l'hôpital. Ok, ouais, incroyable. Incroyable. Il y a un autre élément d'ailleurs dont j'ai pas parlé, mais auquel je pense par rapport par rapport à ce combat, c'est que tu pratiques aussi de l'ancrage, quelque chose qui est beaucoup utilisé en prépa mentale. Pareil, tu peux nous expliquer ce que c'est un ancrage? Ouais. Ça, totalement, c'est ce que j'ai fait justement Ouais. avant ce dernier round et je crois que ça m'a fait. Je crois que l'ancrage était tellement fort que C'est ça qui t'a m'a fait tenir. Ouais, c'est ça qui m'a fait vraiment tenir. En fait, c'est pour un petit peu, pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est un peu un Patronus. Et sinon, c'est pour créer un espèce de sentiment sur demande, en fait, tu vois. Donc, ça peut être, par exemple, moi, j'ai un geste. Donc, ça va être quand je tape mes 2 points comme ça, tu vois. Et là, de suite, boum, ok, je sens l'énergie et tu vois, je sens que Calme-toi. je vais casser la salle, tu vois. Donc, c'est vraiment, en fait, créer un espèce de sentiment positif sur demande. Donc, ça peut être, par exemple, moi, ça va être vraiment le sentiment de détermination et d'invincibilité. Mm. C'est forcément ce que je recherche en chessboxing, tu vois. Mais ça peut être, je sais pas, si vous avez un événement, une réunion importante ou une présentation, ou si vous êtes par exemple, je sais pas, un peu stressé, tu vois, ça peut être créer un sentiment d'apaisement total, tu vois. Ouais. Tu vois, donc en fait, tu peux le décliner sur vraiment un peu toutes les formes. Et c'est quelque chose aussi justement qu'on fait ensemble et en intervention, où justement j'initie un petit peu sur comment créer un ancrage. Tu vois, je donne un petit peu les clés, on fait un premier souvenir, un premier sentiment. Et je trouve que c'est ultra utile parce que c'est quelque chose que tu peux déclencher à n'importe quel moment et qui peut vraiment un peu changer ton mental et ton mindset. Super intéressant, ouais. Donc c'est vrai qu'on parle de toutes ces techniques de préparation mentale, c'est hyper vaste et c'est évidemment quelque chose que tu peux t'appliquer au-delà du sport, quoi, et c'est ça qui est hyper intéressant. Toi, tu parles aussi, au final, au service de l'adaptabilité, de la flexibilité, d'être bien dans son corps et dans sa tête, quoi. Tu parles de résilience physique
et émotionnel. Pareil, toi là-dessus, tu fais hyper attention. Alors évidemment, dans les sports de combat, tu as la nourriture, mais tu as aussi le sommeil. Comment tu fonctionnes de ce point de vue-là? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi tes... Alors, par exemple, bah, effectivement, comme tu l'as dit, sur la partie alimentation, voilà, moins de 65 kilos, donc je dois faire une diète, faire des cuts, c'est assez éprouvant. La partie sommeil aussi, bah, c'est ultra important. Donc, je partage ma vie avec Mélanie depuis plus de 4 ans, avec qui d'ailleurs j'ai cofondé aussi Focus Recrutement, mais on fait chambre à part. J'ai beau être amoureux d'elle, tu vois, j'ai besoin d'avoir justement mon espace bah, pour pouvoir dormir et récupérer de façon optimale. Donc, ça, tu vois, c'est quelque chose qu'elle a aussi totalement accepté, parce que enfin ouais, c'est super, pour moi, c'est super important, tu vois. Et là, je suis venu à Paris. Je suis en pression, tu vois. J'ai pas on dort dans le même lit, j'ai pas le noir absolu, il y a du bruit, tu vois, c'est. Ouais. Donc ouais, il y a plein d'aspects comme ça sur lesquels je fais vraiment attention parce que bah, je veux durer le plus longtemps possible, quoi. Donc c'est important. Ouais. De manière plus globale, du coup, pour quelqu'un de lambda, on va dire en entreprise, qui n'est pas dans le haut niveau, c'est aussi ce que tu conseilles, quoi. C'est de faire du sport, de faire attention à ce que tu manges, etc., quoi. Ouais, c'est les phrases gouvernementales en mode manger 5 fruits et légumes par jour, mais ouais, c'est un peu le moment où je dis ça, tu vois. Ouais, clairement, se coucher à la même heure, se lever à la même heure, avoir une alimentation saine, faire du sport, tu vois, parce que forcément, quand t'as un corps qui se sent bien, c'est là aussi où tu prends les bonnes décisions, tu vois. Genre, le cerveau, en fait, il n'y a pas de cerveau et de corps. Pour moi, on est un être et tout est lié, tu vois. Ok. Et il y a un autre élément que... Attends, je vais reprendre, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus? Non. Je reprends, je vais partir sur la dernière partie. L'entourage? Ouais. Ok, très bien. Et au-delà de ça, tu parles aussi de l'importance de l'entourage et du collectif. Bon, toi, tu es sur un sport individuel, mais comment tu t'es servi? Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, sur tes premiers championnats du monde, tu étais un peu tout seul. Tu t'entraînais aussi peut-être un petit peu tout seul à ce moment-là. Et petit à petit, il y a maintenant un groupe, une équipe de France. Il y a toute une fédération aussi qui s'est créée. Toi, tu participes aussi au développement du sport. Mais globalement, ouais, si tu compares entre tes premiers championnats du monde et tes deuxièmes championnats du monde où tu vas en équipe, c'est quoi la différence entre les deux, quoi? Je pense que ça n'a rien à voir parce qu'effectivement, les premiers, comme tu l'as dit, je pars tout seul et les deuxièmes, on arrive, j'en ai plus d'une vingtaine. On a un préparateur physique, on a un coach d'échecs, on a toute une équipe. Enfin, ça n'a rien à voir. Et en fait, seul, effectivement, tu peux accomplir des choses, mais sans un entourage solide qui te tire vers le haut, pour moi, tu vas nulle part, tu vois. Et donc là, clairement, entre le moment où j'ai commencé et maintenant, j'ai pris, j'ai un coach de boxe, coach d'échecs, préparateur physique, préparateur mental, j'ai un kiné, j'ai un médecin. J'ai plein de gens qui m'ont aidé et clairement, sans eux, je n'aurais pas la carrière que j'ai eue maintenant, quoi. Et pareil en entreprise, tu vois. Souvent, je dis, OK, est-ce que vous avez des experts sur qui vous reposez, des gens sur qui déléguer? Enfin, c'est ultra, ultra important. Et c'est ce que je dis à chaque fois à l'équipe aussi, à Focus, tu vois. Genre, Mélanie et moi, OK, on est un peu à l'origine du projet, on a donné l'impulsion, mais tout ce qu'on fait, c'est grâce à vous. Enfin, genre, sans vous, on est rien du tout, quoi. Donc merci et on y va, quoi. Sur la partie collective, c'est quoi les conseils que tu donnes? Enfin, toi, tu as fait comment du coup pour t'entourer tu t'es entouré d'une équipe, donc tu as une cellule de performance autour de toi, justement. Comment tu les as choisis? Est-ce que c'est à l'instinct? Est-ce que c'est vraiment pour des compétences très particulières? Et il y en a peut-être avec lesquelles tu as moins de tu vois, d'acquaintance ou en tout cas moins de liens à l'instinct, mais qui vont t'apporter quelque chose de particulier? Et moi, le problème, c'est que je fonctionne beaucoup à l'émotionnel, tu vois. Ok. Donc ouais, il va y avoir beaucoup d'instinct, tu vois, beaucoup d'instinct et de feeling. Après, ouais, il faut garder aussi la compétence technique, tu vois. Bien évidemment, faut pas travailler avec des gens parce qu'ils sont sympas ou parce que ce qui compte, tu travailles pas avec eux parce qu'ils sont sympas, tu vois. C'est un plus, mais il faut pas que ce soit la qualité première, tu vois. Donc ouais, clairement de base, c'est l'expertise technique, tu vois, ce qu'ils peuvent effectivement m'apporter et comment on peut travailler ensemble. Mais après, je t'avoue que ouais, s'ils sont sympas, c'est quand même mieux, tu vois. Ouais. J'ai plus envie de me dépasser pour eux, tu vois. C'est quoi que tu conseilles, toi, aux équipes, justement, l'entreprise, sur cette partie du collectif? Parce que finalement, quand tu es dirigeant, bon, c'est toi qui décides un petit peu, tu recrutes, tu dois créer une culture d'entreprise, etc. Quand tu es sportif de haut niveau, toi, c'est toi qui crée ta cellule de performance autour de toi. Donc, il faut réussir à le faire, mais c'est quand même toi qui a la manette. Quand tu es manager ou même quand tu es quelqu'un qui travaille dans une entreprise, sur quel que soit le poste, entre guillemets, qu'est-ce que tu conseilles de faire sur cette partie du collectif? Déjà, faire une espèce de cartographie en interne. Déjà voir sur, OK, si j'ai un problème sur tel sujet, vers qui je me tourne, tu vois. Et déjà, rien que le fait de le créer, tu peux voir déjà s'il y a des trous.
Ouais. Parce que souvent, les gens se disent, ok, voilà, en fait, je sais, quoi qu'il arrive, je pourrais gérer. Mais en fait, des fois, il y a une situation, ils se rendent compte qu'ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas les ressources en interne pour le faire, tu vois. Donc, en fait, si tu fais déjà une cartographie en amont, tu peux déjà anticiper, voir là où tu auras des problèmes potentiels. Et après, ça peut être. On reprend l'exemple de la dichotomie du contrôle, tu vois. Mais souvent, tu vois, admettons, t'as un nouveau collègue qui arrive dans ton équipe, tout le monde a des premières pensées. Tu vois, ça peut dire. Tu vois, des premières pensées, des fois, qui sont pas forcément élogieuses, tu vois. Et justement, ce que tu peux dire, c'est ok, est-ce que je vais accorder une importance à cette pensée, ou je vais aller lui parler et voir en fait finalement ce que c'est, tu vois, parce que forcément la pulsion et la première impression, tu peux pas la contrôler. C'est juste humain, et tu le ressens et c'est comme ça. Par contre, tu peux choisir oui ou non de lui accorder du crédit ou pas, tu vois. Et ça, justement, ça rejoint ça. Et donc, c'est pour construire une équipe, c'est important, tu vois, de pas se laisser aussi submerger par des a priori, des préjugés, mais au contraire aller vers les gens, essayer de les découvrir, parce que chacun, enfin, on a toujours quelque chose à apprendre des autres, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est important. Okay. Et c'est hyper intéressant. Sur la partie cartographie, toi, tu penses que ça passe justement par formaliser, encore une fois, ça revient à écrire quelque chose et vraiment le coucher sur papier, quoi. C'est pas juste se dire vers qui je peux aller, c'est vraiment formaliser quelque chose de concret, quoi. Ouais, après, moi, je fonctionne vraiment comme ça, tu vois, effectivement, où je mets beaucoup de choses par écrit pour les visualiser et tout ça. Mais ouais, je pense que. Enfin, ouais, le fait de l'écrire et de le mettre quand même quelque part, c'est utile. Et justement, ça permet de faire remonter peut-être des problèmes auprès de Sun plus 1 ou quoi, en disant voilà, là, on manque de ressources, ou. Tu vois, c'est des éléments qui sont un petit peu concrets, quoi. Ok, super. Écoute, merci beaucoup, Thomas. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu peux nous partager un petit peu, du coup, quels sont toi. Donc là, tu as 31 ans. Quels sont tes futurs objectifs? Donc, tu étais très organisé. Donc, j'imagine que c'est assez clair pour toi. Mais ouais, comment tu vois un peu la suite, que ce soit par rapport à toi personnellement et aussi, si tu peux dire un petit mot par rapport au développement du chessboxing, parce que je sais que c'est important pour toi. Là, pour le moment, je me concentre sur le développement de Focus Recrutement, Ouais. donc notre entreprise avec Mélanie, et au développement du sport. C'est vrai que je suis moins dans le côté compétitif pur, chessboxing, malgré le fait que je m'entraîne 10 fois par semaine. Je dis ça, mais voilà, je continue à bien m'entraîner. Et j'espère que le chessboxing sera une discipline olympique. Ok. Tu vois, d'ici peut-être les prochains jeux. Tu penses que c'est possible? Franchement, on bosse pour ça. Tu vois, on a d'ailleurs un IFC, c'est la ligue professionnelle de chessboxing, mardi à l'Olympia. Donc c'est un premier pas dans le cadre des JO. Et ouais, j'espère que le chessboxing continuera à se développer parce que pour moi, c'est un des plus beaux sports du monde, tu vois. Donc continuer à oeuvrer à son développement, que ce soit dans le cadre de la fédération, des clubs, continuer à faire des interventions, continuer à faire des interventions avec toi aussi, à fond. Et on va voir ce que dira le futur. Super, merci. Merci à toi.